Merci beaucoup. On s'entend bien, ça va? Donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos panélistes. Je vais essayer de ne pas me tromper. On a d'abord Pierre Beau, ingénieur, n'est-ce pas? Euh, du CINOV, en construction en charge du groupe métier fluide et énergétique. C'est bon, ça? Bravo. On continue avec Éric Vernat de la Compagnie des architectes de copropriété. Vous me permettrez, chers collègues, de passer mon message. De grand plaisir que j'ai eu à signer les accords de mobilité professionnelle entre les architectes du Québec et les architectes de France il y a déjà plusieurs années. Et ça fonctionne toujours. Donc, si un jour vous avez le goût de venir faire un brin de pratique, ce sera très facile. Régent Touchette, technologue professionnel à Montréal. Il va se rajouter un peu tout à l'heure ses expériences en copropriété, j'en suis certain. Grégory Soyer, expert judiciaire, médiateur agréé en copropriété, qui arrive de Belgique, et qui va prendre, comme d'autres, les questions à la volée. J'ai une consigne claire, on a chacun nos divas. Aujourd'hui, la diva, c'est Grégory, qui dit « Je vais intervenir quand je vais intervenir, tu ne me poses pas de questions ». Alors, c'est comme ça, assurez-vous, quand il intervient, ce n'est pas une erreur, c'est qu'il a choisi d'entrer dans le sujet. Et, non mais, on s'adapte. Hein? C'est bon. On poursuit et on termine avec Estelle Baron, qui vient tout juste de se joindre à nous, qui a manqué notre repas d'échange extraordinaire ce midi. Alors, bienvenue Estelle, est responsable du pôle conduite de projet territoire de Soliha. C'est bien? Prononcé Soliha. Oui, hein? C'est plus simple. Alors, on va parler aujourd'hui, très brièvement, dans ces 30 minutes, de gestion technique de durabilité des immeubles. J'avais des questions pour faire la journée, je dirais. Mais c'est quand même, il y a certains thèmes là-dedans que certaines personnes veulent développer particulièrement. On peut parler évidemment des immeubles historiques, comment on intervient, comment on sait intervenir, comment on ne sait pas intervenir dans les immeubles historiques, les immeubles nouveaux. Sur la base de quoi ils sont promus, sur la base de quoi ils sont conçus, sur la base de quoi ils font l'objet de surveillance des travaux ou pas. Est-ce qu'on a des immeubles qui sont plus fragiles qu'ils ne l'étaient? Est-ce qu'on en fait la promotion de la bonne façon? Pour les occasions où les projets font l'objet de concours d'architecture, est-ce que les critères d'évaluation visent une image d'éclat à la livraison des bâtiments ou visent la durabilité? Alors, je lance plein de questions à la volée et j'ai 3 lettres. J'ai 3 lettres ici sur lesquelles je sais qu'un intervenant va vouloir nous dire un mot. Je vais commencer par ça. Non pas HMV, non, pas ça, mais parce que j'aime bien parler des bâtiments harmonieux, fonctionnels et durables dans cette complémentarité. Mais là, on va parler de DTG. Je pense que vous voulez intervenir un peu là-dessus, de l'importance que constitue cet outil nouveau dans la réception des bâtiments puis dans leur durabilité éventuelle. Je ne me trompe pas? C'est un sujet qui vous tient à cœur? C'est bon? Allons-y. Merci effectivement de donner la parole sur le DTG qui, pour moi, est un document assez fondamental qui n'existait pas en copropriété et qui va permettre aux copropriétaires, effectivement, de planifier leurs travaux. Bon, le DTG, bien évidemment, va de pair avec le fonds de travaux. On n'imagine pas un fonds de travaux sans avoir de DTG, sans avoir un plan de travaux. C'est la première fois, finalement, que sur un bâtiment, les propriétaires vont se poser des questions sur son entretien, sa durabilité. On ne le faisait pas avant. Donc c'est quelque chose qui est assez fondamental et qui va permettre aux propriétaires de se poser les bonnes questions et de gérer véritablement leurs biens. C'est imposé ou volontaire? Alors actuellement, le DTG, il est obligatoire pour les bâtiments neufs, pour les bâtiments qui se mettent en copropriété, et pour également, le syndic doit les proposer en AG. Alors il n'est pas obligatoire. Alors on s'est aperçu en discutant notamment avec le CINOV que des notaires seraient à même effectivement de demander le DTG lors d'une cession de biens. Ça c'est très intéressant parce que lorsque l'acheteur va prendre en compte le DTG, s'il est bien fait, il saura effectivement vers quelles dépenses il va aller, quel entretien il va aller, et ça va peut-être ramener les prix à ce qu'ils valent, à ce qu'ils sont, parce qu'actuellement, effectivement, on est tout à fait conscient que les copropriétaires achètent des biens à un niveau assez important
et n'ont souvent plus les moyens, effectivement, de faire face à des travaux. Et ces dernières années, il y a eu quelques scandales, d'ailleurs, sur la ville de Paris, de jeunes couples qui ne pouvaient pas faire face aux travaux qui étaient demandés. Merci. Ça a été imposé par qui? Ça fait partie, je crois, de la loi Duflot, me semble-t-il, la loi Allure. Alors, il faut savoir que les décrets d'application n'ont pas été, me semble-t-il... Si, c'est fait. Merci. D'accord. Très tardivement, voilà. Merci de l'info. Merci, on a un complément au panel. C'est vraiment fantastique. J'étais tellement content. Sur la fragilité des immeubles neufs, est-ce que dans vos interventions, vous avez quelque chose à faire remarquer là-dessus? Estelle, vous avez opiné du bonnet tout à l'heure sur certaines interventions. Alors, je suis convaincu que vous avez un enchaînement remarquable. Alors, peut-être pour expliquer un petit peu l'origine de notre connaissance sur les immeubles neufs, c'est quand même issu traditionnellement de l'intervention sur les copropriétés en difficulté qui a commencé en France dans la fin des années 80, où on a accompagné des copropriétés en grande difficulté et progressivement on s'est rendu compte que finalement plus on était en accompagnement préventif et plus on pouvait limiter des dysfonctionnements à l'avenir, et on se rend compte qu'il y a une vraie déconnexion entre la façon de construire l'habitat et le fait de pouvoir le gérer sur le long terme. Donc on construit avec une logique de promoteur, avec une logique économique, etc. Et éventuellement une vitrine qui peut être intéressante, avec des fois par exemple des panneaux solaires, des choses qui peuvent paraître très attractives, mais après on ne se pose pas la question de à l'usage, combien ça va coûter, comment les gens vont entretenir, qu'est-ce que ça va faire reposer sur eux comme charge de gestion et d'entretien. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les copropriétés neuves, on recrée de la complexité là où on a appris depuis la fin des années 80 à la déconstruire. Là où on décomplexifie aujourd'hui, on divise des syndicats principaux, on supprime des ASL, etc. pour simplifier les instances de gestion et le fonctionnement de ces immeubles-là, pour rendre ces entités plus faciles à gérer à l'échelle de ce qu'une copropriété est en capacité de gérer avec une assemblée générale, un syndic, etc. On recrée de la complexité à travers des écoquartiers, donc avec des noms très porteurs et très intéressants, mais on va mettre des volumes HLM imbriqués avec des volumes de commerce, imbriqués avec des lots de parking, etc. Et puis on va laisser après les propriétaires privés se dépatouiller un petit peu de tout ça sans trop se poser la question de comment ils sont accompagnés pour le gérer. Donc vous évoquez ici une complexité des aménagements physiques doublée d'une complexité juridique. Est-ce que je me trompe? C'est ça, et puis une non prise en compte des enseignements qu'on a pu avoir à travers ce qu'on a traité en termes d'habitat privé dégradé. Et en fait, la partie aménagement, urbaniste, etc. ne s'alimente pas forcément beaucoup de tout ce qu'on appelle le SAV en habitat privé, donc tout ce qu'on va traiter, parce que c'est pas forcément les mêmes intervenants, c'est pas forcément les mêmes dans une ville, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont gérer le traitement de l'habitat dégradé de ceux qui vont suivre les projets d'aménagement nouveaux. Et donc finalement, on ne va pas forcément s'alimenter de la compréhension qu'on peut avoir des erreurs des années 70 ou 80, etc. Et puis on va recréer de la complexité. Et nous, on voit aujourd'hui des projets sortir de terre qu'on sait difficiles à gérer sur le long terme et sur lesquels il faudrait certainement garder un œil. Alors prenez des photos, documentez tout ça, parce qu'il va falloir organiser un colloque avec un nouveau chapitre sur mythes et réalités de l'architecture écologique, la simplicité d'usage. 2 points, simplicité d'usage. Et là, on aura des documents à l'appui pour rappeler finalement que les écoquartiers, est-ce qu'on a appris des leçons du passé ou pas? Alors, ce n'est pas systématiquement catastrophique, mais en tout cas, il y a des signes d'alerte qui doivent être surveillés. Et justement, le DTG dont parlait Éric Vernat tout à l'heure, c'est aussi le prémisse dans la loi de se dire il faut commencer à regarder les choses, il faut commencer à avoir une feuille de route, des éléments de compréhension de ce que ça va coûter à l'entretien sur le long terme. En fait, le DTG, dans la loi, la façon dont il est construit dans la loi Allure, c'est aussi le prémisse du plan pluriannuel de travaux. C'est-à-dire que les copropriétaires ne sont pas obligés de voter le DTG, mais une fois qu'il est voté, normalement, l'étape suivante, c'est de définir un plan pluriannuel de travaux aussi. Donc on commence à se poser la question de la gestion patrimoniale des copropriétés, ce qui ne se pose pas comme question dans les HLM par exemple. Et là on voit qu'il y a une vraie distorsion aussi, et on a une maîtrise d'ouvrage qui n'est pas compétente, mais on attend qu'elle se gère par elle-même et qu'elle trouve les compétences par elle-même. Or il faut réunir divers acteurs, donc je pense que c'est aussi un des sujets qui peut être intéressant là, sur cette table ronde, c'est qu'il y a plein d'acteurs qu'il faut réussir à organiser autour d'une logique de gestion patrimoniale, et finalement on voit que la loi
commence à se poser ces questions-là et à amener progressivement et les intervenants et les copropriétaires vers ces logiques-là. Mais on n'y est pas encore. On est vraiment aux prémices. On n'est pas encore sur des choses très contraignantes. Il y a des contraintes qui sont des fois disproportionnées par rapport à ce qu'on pourrait attendre de contraintes un peu plus opérationnelles. Mais c'est vrai que voilà, le DTG, c'est un premier élément. Et notamment, ce qui est intéressant de préciser par rapport au DTG aussi, c'est que les collectivités, si elles s'inquiètent d'une copropriété qui semble pas très bien portante, elles peuvent obliger la copropriété à faire un DTG pour savoir où ça en est. Et donc, sur ce, vous me permettez peut-être de vérifier avec Pierre Beau et Régent Touchette, dans ce que vous voyez, Régent, dans ce que vous faites comme fonds de prévoyance, est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se compléter, de faire approuver non pas seulement des montants en fonction de quelque chose, mais de faire approuver un plan triennal d'investissement, par exemple, comme on le fait dans les municipalités? En fait au Québec, les études de fonds de prévoyance portent plus que sur 3 ans. En fait, c'est sur 25 ans. Normalement, le standard québécois est 25 ans, ce qui est relativement court, finalement, dans la vie d'un bâtiment. Et nous, on appelle ça, votre DTG, on appelle ça un plan de gestion de l'actif. Alors, on a pris un nom un peu plus long. Et le plan de gestion de l'actif vise à identifier les activités d'entretien des différents éléments des parties communes d'une copropriété afin de maintenir les éléments en bonne condition. Mais un jour ou l'autre, on a beau entretenir, bien qu'on entretienne, il faut remplacer la toiture, il faut refaire la toiture, il faut remplacer les fenêtres, faire des travaux de maçonnerie, des changements mécaniques. Probablement que nos éventualités sont plus rapprochées que chez vous en raison du climat. Alors, on remplace les fenêtres plus souvent qu'on le fait en France. Alors, le plan de gestion d'actifs vise à déterminer les sommes justes et raisonnables que les copropriétaires doivent mettre de côté à l'intérieur d'un fonds de prévoyance pour pouvoir financer les grands travaux au moment où il sera requis d'effectuer ces grands travaux-là. Alors, ce n'est pas adopté par l'Assemblée des propriétaires. En fait, c'est un plan de gestion d'actifs qui est adopté par le syndicat, mais le conseil d'administration. Par contre, on est appelé régulièrement. Le conseil d'administration nous demande de le présenter à l'Assemblée générale. Donc, on fait une présentation à l'Assemblée générale des différentes interventions qu'on prévoit pour la copropriété au cours des 25 prochaines années. Et c'est nous, normalement, qui annonçons à la copropriété les sommes ou les augmentations de contributions au fonds de prévoyance. Je pense que les conseils d'administration préfèrent que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne de nous que d'eux. Alors, donc, on annonce normalement la décision qui a été prise par le conseil d'administration, ou du moins, il y a une consultation, puis après ça, il y a une décision par le conseil d'administration sur les sommes à verser au fonds de prévoyance. Pardon, est-ce que le DTG est approuvé en Assemblée générale ou au conseil d'administration? Oui? En Assemblée générale. D'accord. Oui, tout à fait. Absolument. On a évoqué ce matin aussi... vous voulez rajouter quelque chose? Non. Non, ça va? Pierre, tu voulais enchaîner là-dessus? Vous avez plein de micros, hein? Vous pouvez être en stéréo presque. Oui. Bonjour à tous. Moi, j'ai 2 réflexions. Effectivement, c'est intéressant qu'on ait commencé avec le DTG parce que ça fait partie de l'actualité de la copropriété en ce moment. Là-dessus, j'ai une première réflexion qui est... je partage partiellement l'enthousiasme sur ce dossier-là, car il est clairement insuffisamment défini. D'accord ? Le DTG aujourd'hui, je vous mets au défi de me dire exactement ce qu'il y a dedans. Donc il y a plusieurs offres commerciales qui vont se développer, des offres construites par des bureaux d'études et des architectes, des offres proposées par des bureaux de contrôle, par des diagnostiqueurs. Et ça me pose un vrai problème de qualité de l'intervention. Et ça m'amène à mon deuxième sujet. Le thème de la conférence là, c'est la durabilité. Alors effectivement, de prime abord, quand on parle de durabilité, on a envie de parler de durabilité de l'étanchéité de la toiture, de durabilité du tuyau, de durabilité de la chaudière. Moi, je pense que la durabilité d'un projet, que ce soit à la construction ou à la rénovation, elle commence par la réflexion, l'intelligence, la matière grise qu'on met dedans. Or aujourd'hui, et notamment avec la copropriété, mais aussi avec la promotion privée, il est clair que les économies commencent au niveau de la prestation intellectuelle.
On ne peut pas envisager, alors je mets ma casquette un peu syndicale et je m'en excuse, mais je pense qu'on ne peut pas envisager d'avoir des bâtiments durables si les intervenants, bureaux d'études, architectes, assistants à maîtrise d'ouvrage sont insuffisamment rémunérés. Voilà, pour moi c'est un problème très concret. Aujourd'hui on a des réponses à concours, des candidatures, des missions d'ingénierie et d'architecture où on est insuffisamment payé. Et je reboucle avec le DTG, c'est que si le DTG, qui semble être l'alpha et l'oméga, et je peux partager cette vision-là des choses, est fait à minima, on aura un document qui sera rangé dans une étagère, comme tant d'autres avant lui, qui ne servira à rien. Donc j'engage les gens qui sont dans la salle et qui ont le bras plus long que moi à aller voir le ministère, à aller voir les décideurs pour leur dire le texte tel qu'il est aujourd'hui et les textes réglementaires qui l'accompagnent sont incomplets, insuffisants, et on va amener des copropriétés à faire des bêtises. Voilà. Je me permets d'ajouter, oui, absolument. On peut applaudir, effectivement. Je me permets juste de vous partager que je fais partie de quelques conseils d'administration, dont un qui est un organisme de promoteurs sans but lucratif pour revamper le centre-ville de Montréal. Et dans nos devis, quand on engage des professionnels, il y a des honoraires minimums. Et on a été sanctionné par la police de la ville de Montréal, comme si on était des bandits, parce qu'on demandait qu'il y ait des honoraires minimums planchers en dessous desquels on pense que les prestations ne peuvent pas être adéquates. Alors, c'est vous dire s'il y a loin de la coupe aux lèvres par rapport à l'intelligence et à se payer ce que vaut l'intelligence. C'est mon petit éditorial à moi aussi, vu qu'on a eu cette expérience extrêmement douloureuse que de se voir interpellé par une quasi-police de la bonne gestion et de la bonne pensée à tout point de vue. Si je peux ajouter, le texte au Québec non plus n'est pas très clair concernant les études de fonds de prévoyance, mais les professionnels se sont regroupés pour établir des standards avec le RGCQ. Il y a des standards qui ont été mis en place, qui fait en sorte finalement qu'à peu près tous les professionnels font des études semblables, à peu près de qualité semblable, avec des honoraires aussi qui sont assez comparables. Allez. Peut-être un mot sur justement sur ce problème des honoraires. On l'a abordé en fin de table ronde de la matinée. On le réaborde là. C'est des choses qui reviennent régulièrement, aussi bien sur les questions de gestion que d'accompagnement technique de la copropriété. Mais en fait, je pense que globalement, la copropriété est quand même un domaine de l'habitat privé qui est en France mal identifié et mal porté politiquement aussi, et qui a un besoin de cohérence. Quand on enchaîne des obligations sur les ascenseurs, sur le plomb, etc., c'est normal que les copropriétaires, à un moment donné, ils arrivent avec une incapacité à refinancer encore des prestations intellectuelles très particulières, même s'il y a un sens à ça, et même si c'est vers ça qu'il faudrait aller, il faudrait l'intégrer aussi dans une cohérence globale. C'est pour ça qu'il y a aussi besoin de fédérer aussi un peu tous les domaines de compétences qui interviennent à un moment donné sur l'immeuble. Dès la réflexion en amont du projet, comme vous le disiez, la réflexion, elle doit commencer dès la construction aussi, en amont, et le fait de réfléchir à la gestion sur le long terme, c'est quelque chose qui devrait aussi permettre peut-être de phaser un petit peu mieux aussi les obligations, les contraintes d'entretien sur le long terme, et de voir comment ces prestations de réflexion et d'accompagnement, elles peuvent intervenir, parce qu'on est constamment en train de répondre à des exigences ou à des obligations, et c'est vrai que les copropriétaires ont tendance à essayer d'y répondre à minima, en disant je fais l'obligation, mais je ne me pose pas la question de savoir si ça va être utile et si l'audit va être exploitable. Et après, ça c'est quelque chose que les accompagnateurs portent dans l'accompagnement, c'est de se dire effectivement ne faites pas les choses à minima, réfléchissez à la plus-value énergétique quand vous êtes sur une question de ravalement, réfléchissez à des plus-values que vous pouvez intégrer et à la plus-value d'une AMO ou d'une réflexion combinée architecte-thermicien. C'est sûr que travailler avec une équipe archi-thermicien c'est plus cher, mais ça peut apporter aussi une plus-value et vous aurez peut-être moins besoin d'y revenir dans 5 ou 10 ans. Mais ça veut dire aussi qu'en amont, il faut avoir un regard global, et aujourd'hui, on n'y est pas encore dans ces politiques publiques, et c'est vrai qu'on souffre de cette intervention au cas par cas, aussi bien en termes de gestion qu'en termes d'obligation. On a évoqué aussi la notion de roulement, qui est beaucoup plus important dans les copropriétés maintenant qu'avant. Les gens demeurent propriétaires de leur copropriété moins longtemps. Alors, leur intérêt personnel pour la durabilité s'en trouve pas, certainement pas accru. C'est pour ça, donc, on peut penser qu'il y a d'autres outils qui sont nécessaires. Vous avez évoqué aussi précédemment la notion de machine habitée,
Je pense, Éric, c'est toi qui en a parlé. Quels sont les objectifs des futurs acheteurs ou des acheteurs? C'est d'avoir un espace prêt à habiter, c'est d'avoir un espace empreint de nostalgie, c'est d'avoir un espace... Et c'est Pierre qui l'avait ajouté. Je vais te laisser compléter le triumvirat. C'est aussi... C'est l'aspect financier de la chose, c'est-à-dire que quand on achète un bien immobilier aujourd'hui, on a envie qu'il nous rapporte. C'est pour un propriétaire occupant comme un propriétaire bailleur. Il y a cette notion immobilière, on a envie de gagner de l'argent et donc on a envie de limiter au maximum les coûts d'entretien, exploitation, maintenance, renouvellement. Tout propriétaire qui a un financement limité, il dit il faut que je sorte dans 16, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, que sais-je, il faut que j'ai gagné de l'argent. Ce qui nous a fait dire maintes et maintes fois à nos législateurs, chez nous en tout cas, que leur façon de comprendre la sécurité du public par rapport au bâtiment, ce n'était pas que d'empêcher la pierre de tomber sur quelqu'un, mais c'est notamment de protéger l'investissement financier des gens. C'est aussi, et ça vous avez presque refusé d'en parler, mais je vais en parler pareil, c'est aussi de les protéger par rapport à la qualité d'air intérieur. Vraiment, la mauvaise qualité d'air intérieur est pathétique. Je me permets de pointer, Grégory, dans vos cas d'expertise, est-ce que vous avez eu des situations de ce type-là? Tiens, un nouveau micro pour toi. Ici, il y en a plein. Concernant la qualité de l'air? Ou d'autres sujets. Donc, on a évoqué, vu que tu es expert à la cour, c'est quand même pas banal. Tu vois les beaux cas passer, comme on dit chez nous. Laissez-moi 2 minutes et... Oui, voilà. Tout à fait. C'est un feu roulant ici, alors il n'y a aucun problème. Sur la qualité de l'air intérieur, on peut dire évidemment un mot. Donc je reprends la parole, excusez-moi. Concrètement, on peut estimer que dans ce qui se fait en neuf, les réglementations thermiques nous amènent à limiter au maximum, je parle de l'habitation, à limiter au maximum les débits de ventilation. Donc on met des ventilations hygrobées, simple flux, qu'on entretient plus ou moins bien. Donc après quelques années, il est clair et net que le débit réglementaire n'est pas là et que d'un point de vue hygiénique, quand on a une enveloppe très étanche et un système de ventilation qui marche à la moitié de ce qui devrait marcher, moi je pense qu'on va avoir de gros problèmes sur ce sujet-là. La deuxième question, c'est la question de la ventilation dans le bâtiment existant et donc la qualité de l'air qui est associée. Alors moi, je ne parlerai pas des composés organiques volatiles, des choses comme ça, je ne suis pas spécialiste de ce sujet. Je parle vraiment du système de ventilation. Et effectivement, en rénovation, on peut là encore dégrader énormément et provoquer des pathologies en décidant de changer des menuiseries, en les étanchant, en faisant de l'isolation. Et au final, en n'ayant pas de réflexion complète et globale sur le système de ventilation. Donc on conserve un système de ventilation simple flux, donc le shunt en France, ou des cheminées, ou des conduits Alsace, peu importe, qui ne fonctionnent pas très bien, en tout cas pas toute l'année, et on vient faire de la rénovation énergétique dessus. Là encore, il est probable qu'on va au-devant de certains problèmes. C'est un peu incohérent, c'est ce que vous dites. Ouais, c'est un peu incohérent. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, les usagers ne sont pas plus bêtes que nous, et donc ils décident d'ouvrir leurs fenêtres pour compenser. Donc là où on a voulu gagner en énergie, au final, on y perd, quoi. On n'a pas monsieur Passebas ici, là, sur le panel, mais c'est sûr, je suis convaincu qu'il y en aurait long à dire, d'autant que vous avez commencé ici à avoir des retours d'expérience sur le multilogement à Passebas. Et enfin, ce que j'en ai entendu, c'était le sentiment d'enfermement qu'avaient les gens, enfin, dans ce que j'ai entendu dans d'autres formes. Ça rejoint tout à fait la question de l'intelligence, c'est-à-dire que quand on est en conception, si on dit je vais faire un bâtiment, je m'en fiche de la manière dont je le fais, je dis que je mets une ventilation hygrobée pour atteindre un niveau de performance sur un calcul thermique, ça ne suffit pas à rendre le truc intelligent. Il faut prévoir la bonne position, il faut prévoir l'accessibilité pour l'entretenir, pour le maintenir, et faire en sorte que ce soit réalisé dans le temps. Et si ce n'est pas réalisé, on a juste obtenu une étiquette à la fin du projet, c'est un peu dommage. Grégory, tu embarques quand tu veux, hein? Pas de problème. J'aurais une petite question qui va toucher maintenant un peu l'apparence du bâtiment. Si après quelques années de maintenance récurrente sur un immeuble, et que la fiabilité n'est pas au rendez-vous, est-ce qu'on doit persister à rénover à l'identique? En France, le respect de l'œuvre, c'est quelque chose d'incroyablement peu évolutif ou qui permet peu d'évolution au bâtiment
à mon sens, ça peut devenir un handicap, mais ça, je voudrais vous entendre là-dessus. Doit-on persister à rénover à l'identique au nom du respect de l'œuvre ou pour ne pas faire d'amélioration et pas aller en assemblée générale? J'aimerais ça vous entendre sur, on a parlé des aspects physiques du bâtiment dans ce sens de fonctionnement, de durabilité, mais j'aimerais ça vous entendre sur l'apparence de l'immeuble qui n'est pas au rendez-vous au niveau de sa durabilité, qui ne favorise pas la durabilité. Si on prenait l'exemple des voitures qu'on a évoquées tantôt, on a une mauvaise conception de voiture qui fait qu'on a toujours le même secteur de voiture qui rouille ou la même suspension qui fait défaut sur tous les véhicules. Qui veut y aller? Oh, je suis content, c'est un architecte qui va embarquer là-dessus. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'en promotion, très souvent, les architectes n'ont pas la maîtrise d'œuvre d'exécution. C'est-à-dire qu'il faut un joli dessin, qui souvent sert à vendre le bâtiment, mais non pas la suite. Et nous, quand on intervient sur des bâtiments de promotion qui ont une vingtaine d'années, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de malfaçons, un certain nombre d'oublis sur les façades, qui fait que les façades ont très mal vieilli. Voilà. Il y a une accélération du vieillissement des façades des promotions, on peut le regarder. Bon, alors, je rajouterais que la pollution également, qui est un fait important. Alors, je ne sais pas, vous avez évoqué également le droit à l'œuvre, peut-être le respect de l'œuvre. Le respect de l'œuvre, dans le sens que, je me permets de rappeler pour ceux qui s'intéressent, certains critères qui sont en Europe comme en Amérique, dont on fait la promotion abondamment en architecture contemporaine, c'est-à-dire les prouesses structurales, les balcons qui ont l'air tellement effilés qu'ils flottent dans l'air, les piscines accrochées sur des balcons avec des parois de verre transparentes. J'en ai vu en passant en Argentine, et les parois de verre font le rond comme ça ne donne pas confiance, mais pas du tout. Et tous ces essais prétendument innovants, qui n'en sont pas, des prouesses structurales, des porte-à-faux qui n'en finissent pas de pas finir, et surtout, le volume pur, épuré, plus de solin, plus de corniche, plus d'encorbellement, le volume pur qui vieillit si mal, parce que le volume pur, c'est une sculpture, ce n'est pas un bâtiment. Alors, ces critères qui sont encore enseignés dans les écoles d'architecture, la grande pureté des volumes à l'usage, c'est vous qui les ramassez, donc je vous laisse compléter. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile de répondre. Nous, on fait beaucoup d'anciens, on intervient beaucoup île Saint-Louis, et je suis assez frappé par effectivement les vieux bâtiments où on a mis des corniches là où il fallait. Et c'est des bâtiments qui vieillissent bien. Finalement, ils ont une durabilité qui est très intéressante, parce que quand on fait des ravalements tous les 30, 40 ou 50 ans, je dirais que c'est quand même très bien pour les copropriétaires. C'est vrai qu'on a un peu oublié tout ça. À l'époque moderniste, on a fait des bâtiments qui étaient très purs, comme tu le dis, effectivement, et on a un petit peu oublié qu'on avait à gérer les intempéries. De la vraie pluie, hein? Voilà, Chez nous, de la vraie neige, je peux vous le dire. Et c'est vrai qu'on a quelquefois des clients qui viennent nous voir avec des épures de maisons américaines du sud de l'Amérique, en nous disant je veux ça sur Paris, et on a du mal à leur faire comprendre que c'est pas possible. Voilà, on a des climats qui ne le permettent pas. Alors on a un climat qui est entre le sud et le nord, c'est un petit peu délicat en France, mais je dirais que effectivement la durabilité d'une enveloppe, elle est faite aussi de tout un tas de précautions qui doivent être prises en amont et effectivement qui ont un coût. Alors à la fois un coût d'étude et un coût de réalisation. Est-ce qu'on ne serait pas mûrs, tous autant que nous sommes, d'un côté et l'autre de l'Atlantique, pour avoir un compendium du vieillissement des immeubles? Vous savez, quand on va sur Internet, on voit toujours les immeubles frais livrés. Je me rappelle, à mon premier passage à Paris, on est allé sur le site du CNDB, on est allé visiter plein d'immeubles qui étaient avec des ossatures bois, des parements de bois. Ils étaient tous beaux sur le site Internet, je vous jure qu'ils étaient beaux. Et quand on allait les voir, on déchantait. Donc, mais nos enseignants dans les écoles d'architecture, le savent-ils quand ils font la promotion de cet épurement à perpète? Estelle, je vous ai vu prendre le micro, donc... Oui, parce que je pense que ça, c'est vraiment des questions aussi encore entre la déconnexion, entre la conception et l'image d'un projet et la façon dont ce projet il va vivre sur le long terme. Voilà. J'ai un ami qui a tendance à dire qu'on devrait obliger les architectes à vivre au moins 10 ans dans les immeubles qu'ils construisent. Et je trouve que cette image, elle est assez
concrète par rapport à ce que peuvent vivre les occupants de certains immeubles, en se disant mais finalement il pleut chez moi, il a pas, l'architecte n'a pas voulu mettre par exemple, je sais pas moi, un auvent, etc. On a voulu l'installer en assemblée générale et il a encore un droit sur l'immeuble, il nous l'a refusé, mais la pluie arrive chez moi sur ma porte palière qui est pas faite pour être une porte extérieure parce que, enfin voilà, il y a des choses comme ça où on se dit c'est vrai qu'il y a une incohérence entre le respect du droit de la conception qui n'est pas forcément pensé dans l'usage toujours et c'est vrai qu'il y a vraiment un lien à faire dans les autres exemples qu'on pourrait aborder sur des rénovations de copropriétés très en difficulté dans des quartiers vraiment difficiles. On avait une commission de plan de sauvegarde, donc d'une opération de réhabilitation de copropriétés en difficulté, des architectes qui présentaient une terrasse avec un effet comme une piscine à débordement qui retombait sur on était en hauteur, une copropriété en hauteur, et les copropriétaires ont levé la main et ont dit oui mais alors les poubelles vous les mettez où et là, on était vraiment sur quelque chose d'aussi très, très, très intéressant dans la confrontation de ces deux mondes, où il y avait des questions d'usage, où les gens disaient oui, mais si les poubelles, vous nous les mettez derrière le bâtiment, les gens vont sortir, ils vont les poser en bas, en pied de bâtiment, et on va se retrouver avec effectivement une terrasse, avec effet à débordement, tout ce que vous voulez, mais avec des ordures parce que vous avez prévu les locaux poubelles sur des espaces qui ne sont pas des espaces de passage. Et finalement, il y a vraiment des choses comme ça où il y a des mondes qui se confrontent et qu'il faudrait réussir à réunir et à faire réfléchir ensemble. Et entre ces questions de conception et d'usage et de durabilité en termes de gestion aussi et en termes de... pareil, tout à l'heure, on parlait par exemple de la VMC. On ne change pas la VMC alors qu'on isole et qu'on étanchéifie le bâtiment. Finalement, est-ce qu'on donne aussi une feuille de route aux copropriétaires pour leur dire, voilà, maintenant vous êtes propriétaire de ce bâtiment tout neuf et tout rénover, et finalement c'est quoi les prochaines étapes, et dans 5 ans il faudra se poser quoi comme question sur l'entretien de votre VMC par exemple. Est-ce qu'on leur donne un carnet d'entretien qui va leur permettre de prévoir aussi, vous parliez de la voiture tout à l'heure, la voiture, tout le monde a des échéances en tête de se dire au bout de combien de kilomètres je fais une vidange, au bout de combien de kilomètres je vérifie tel aspect de la voiture, etc., ou au bout de quel âge de la voiture je passe tel contrôle. Finalement dans un bâtiment on n'a pas ces questions là, et peut-être que le concepteur du bâtiment devrait être aussi en construction de cette réflexion de comment on travaille sur l'usage et l'entretien sur le long terme. Est-ce qu'on a en Belgique des modes d'emploi? Non, pas plus que... Tu veux intervenir là-dessus? Moi, je ne suis pas architecte, mais je vais me porter à la défense des architectes, si vous me permettez. Ben oui, les architectes sont durs, je trouve, avec eux autres mêmes. On voit beaucoup de bâtiments que les plans d'architecture sont bien faits, sont bien réalisés, mais on s'aperçoit que les éléments qui sont spécifiés par les architectes, qui sont démontrés sur les plans, ne sont pas réalisés tels que les plans. Et puis, si le bâtiment avait été construit avec les assemblages, avec les matériaux qui sont sur les plans d'architecture, c'est des bâtiments qui performeraient mieux, qui demanderaient moins d'entretien. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en tout cas, dans le cas du Québec, la surveillance de chantier n'est pas obligatoire par un architecte. Ce qui fait que le promoteur peut décider de changer un produit, un matériau, un assemblage, même s'il n'a pas les compétences pour décider, pour voir si c'est aussi bon, si l'assemblage est aussi performant. Il peut changer. Et c'est plus ça qu'on voit que des designs ou des assemblages téméraires d'architecture. On en voit, oui, aussi, qu'on se pose... On se dit, l'architecte n'a jamais déneigé. J'ai vu un projet dernièrement où c'était très beau. C'était toutes des passerelles qui menaient aux entrées, puis c'était à l'extérieur, mais à Montréal, il neige. Alors, donc, fallait... pour accéder aux appartements, il faut prendre la neige puis l'acheter 6 étages plus bas, là, mais 1 mètre de neige qu'on jette 6 étages plus bas, c'est quand même quelque chose. Alors ça, on se dit que bon, l'architecte n'a pas été fort là-dessus. Mais il y aura des petits abris. Mais on voit plus l'inverse. C'est-à-dire que l'architecte a pensé quand même à son concept, mais c'est souvent des décisions sur le chantier qui ont été prises et qui sont dommages, puis qui fait en sorte que les propriétaires vont payer à long terme, parce que c'est eux qui vont vivre avec le bâtiment. Donc, il faudrait aussi que le promoteur habite avec l'architecte 10 ans. Bien sûr. Oui, mais c'est-à-dire que c'est vraiment la déconnexion entre cette conception et cette réalisation qui est problématique. Voilà. Il fallait quelqu'un pour les défendre.
Non mais oui, au-delà de la question de l'architecte en soi, c'est vrai, c'est ça, c'est toute cette déconnexion, encore une fois, entre la conception, la construction et la gestion sur le long terme, où l'habiter, c'est le besoin de redonner de la cohérence. Et on le voit, c'est pas qu'une question de construction, on le voit aussi dans les questions d'entretien, cette cohérence aussi entre la ventilation, l'isolation, c'est tout ce besoin de cohérence dans le bâtiment qui doit être favorisé, qui doit être réfléchi avec les compétences, où chacun a son champ de compétences propres, mais qu'on ne devrait pas autant cloisonner et qu'on devrait mieux mettre en regard des autres champs de compétences qui peuvent aussi avoir un regard différent et complémentaire. Alors, pour ceux qui font bien, est-ce que ça serait souhaitable qu'il y ait de la part de Planète ou d'un autre organisme à souligner les bâtiments qui vieillissent bien, à souligner les bâtiments qui ont été bien réhabilités, à faire, comme on dit chez nous, souligner les bons coups qui existent, d'en souligner 5 par année, quelque chose du genre, peut-être. Comment on est dans le temps, chers amis? Est-ce qu'on est à la période de questions? Nous, on a encore des points, là. Hein? Je tiens à vous rassurer. Si on a encore du temps, on continue. Parfait. Je voulais ajouter une chose quand même sur un aspect des bâtiments avant. On parlait d'entretien patrimonial. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Je crois que c'est un terme qui a disparu, l'entretien patrimonial. On a un patrimoine, on y reste longtemps, on l'entretient parce que c'est son bien. Au jour d'aujourd'hui, je connais des centres-villes en banlieue parisienne qui sont des copropriétés en loi Cellier. On a bien compris ce que c'est. Les propriétaires n'y habitent pas. C'est un produit financier. Et ceux qui y habitent sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc là, on comprend bien qu'il y a un problème d'entretien fort et on a un problème également de bâtiment où cet aspect de durabilité est complètement oublié parce qu'il n'est pas demandé. Il n'y a pas de demande de durabilité de la part de ces gens qui achètent un loi Cellier. Hein, voilà. C'est un rapport, c'est un revenu. Et d'ailleurs, je crois qu'au bout de 10 ans, on a souvent des soucis au bout de 10 ans parce que les garanties sautent, la décennale saute et c'est là que les problèmes arrivent. Et d'ailleurs, quand on achète un loi Cellier, on vous dit toujours attention, les reventes, c'est au bout de 10, 11 ans ou 12 ans. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on sort des garanties et que là, il va y avoir des soucis. Alors ça, c'est un phénomène qui est quand même nouveau, important. Hein, c'est-à-dire qu'on n'habite pas un centre-ville pour y fonder une famille, y rester longtemps. On habite un centre-ville parce qu'on est là et on n'est pas ailleurs. Voilà. C'est important, cette identification quand même de la personne qui habite avec son bien. On a des projets aussi semblables au Québec. Je pense à Mont-Tremblant, entre autres, là, que la plupart des propriétaires, c'est des investisseurs étrangers ou des gens qui n'habitent pas là, finalement, que ce sont des hôtels, les chambres sont louées. Sauf que les bâtiments ont 15 ans, 20 ans. Et là, la réalité les rattrape. Les investisseurs le constatent bien. Il y a quand même aussi un équilibre à trouver dans tout ça. Je comprends qu'un promoteur veut rester là 10 ans puis ne se soucie pas de l'avenir, mais il y a quand même une réputation après sur le bâtiment. Puis on arrive à un jour où les unités ne sont plus attractives, ne sont plus intéressantes sur le marché, ne sont plus vendables, comme on dirait, là. Et que les gens doivent investir beaucoup d'argent pour pouvoir les remettre en bonne condition. Alors, 10 ans sur un bâtiment, c'est très court. Hein. C'est très... Le projet que tu évoques m'amène évidemment à la question suivante, à savoir les nouveaux matériaux. Est-ce que, soit dans les expertises ou soit dans les cas de conception, de surveillance des travaux, dans les cas de bâtiments anciens, est-ce que l'ajout de nouveaux matériaux, l'intégration de nouveaux matériaux, que ce soit en termes de bardage, que ce soit en termes de revêtements multiples, que ce soit en termes d'isolants, on a évoqué aussi les écomatériaux, tout ça, comment ça s'intègre, est-ce qu'on est des cobayes quand on parle des nouveaux matériaux? Est-ce qu'ils ont fait l'objet suffisamment, selon vous, des tests de longévité, de durabilité? Est-ce qu'on est au rendez-vous dans le respect des garanties? Est-ce que ça a une importance sur les coûts afférents par la suite? Si je peux me permettre, lorsqu'on fait nos études de fonds de prévoyance, souvent on nous demande de se prononcer sur la durabilité des matériaux, puis souvent les conduits, les tuyaux, surtout la tuyauterie dernièrement a changé beaucoup à Montréal, où on a des études pour des produits qui sont sur le marché depuis 5-6 ans, puis qui disent que ça va durer 50, 60 ans, mais il
il n'y a jamais personne qui les a essayés 50, 60 ans. Les produits existent depuis 10 ans. Alors, le manufacturier dit qu'il a fait des tests de vieillissement accélérés, mais en fait, on va le savoir dans 40 ou 50 ans ou 60 ans si vraiment ces produits-là ont performé. Évidemment, nous, on se base un peu sur les données du manufacturier. On est plus pessimiste qu'eux, par contre. On se prend des critères de sécurité lorsqu'on fait nos calculs, mais il reste que ça arrive souvent qu'il y a des produits que le manufacturier dit ça va performer 25-30 ans, puis finalement, au bout de 10 ans, il faut faire des remplacements. Pierre, au niveau des fluides, est-ce que vous avez toujours les mêmes systèmes depuis des décennies ou si vous avez légion chez nous, en tout cas, c'est successivement là, pour la plomberie, est-ce que des nouvelles canalisations à tous les 3 ans? Oui, alors enfin, pour moi, le problème ne vient pas tellement des canalisations. Je dirais c'est ma crainte, elle est sur des équipements un peu exotiques. Ou alors sur certains fabricants, certains industriels dont les performances dans le temps pour lesquels les performances dans le temps sont pas au rendez-vous. Concrètement, effectivement, on n'a pas tellement envie d'être le cobaye d'un industriel, le maître d'ouvrage non plus. Et en même temps, notre métier, c'est un métier de création, y compris pour un ingénieur. Que vous dites, ouais, les tuyaux, c'est un peu réducteur. Créatif, enfin, on aime bien inventer des choses. On a envie d'inventer les bâtiments de demain. Enfin, on travaille aussi pour ça. Moi, je travaille pas pour refaire le même schéma de chaufferie qu'il y a 50 ans. Donc, on essaie de mettre effectivement de l'innovation, mais avec une certaine prudence, parce qu'on porte beaucoup de responsabilités. Si moi, je fais une chaufferie, concrètement, j'ai la responsabilité de cette chaufferie, voilà, avec l'entreprise bien sûr. Par contre, l'industriel, lui, il garantit sa chaudière pendant 1 an, 2 ans, dans le meilleur des cas. Et encore, si les qualités d'eau sont au rendez-vous, c'est-à-dire qu'en fait, il va arriver à démontrer, notamment dans l'existant, que c'est pas sa faute. Et là, effectivement, on peut avoir des surprises, et d'autant plus que, enfin, moi, je considère que la tendance actuelle du point de vue des équipements industriels, elle a tendance à aller vers plus de performances thermiques, plus de performances qui donnent des points au niveau de la réglementation, c'est-à-dire ça rentre bien dans le calcul thermique, c'est super. Mais par contre, derrière, que ce soit en exploitation ou en durée dans le temps, on peut se poser vraiment des questions, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai des chaudières, effectivement, enfin, en exploitation et donc en suivi d'exploitation, ou en audit ou en rénovation, j'ai rénové des chaudières qui avaient 40-50 ans. Et ce que j'ai tendance à dire à mes clients pour lesquels j'installe des chaudières neuves, c'est que la chaudière que j'installe aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'elle dure 40-50 ans. Déjà, j'espère qu'elle va tenir une dizaine d'années. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de représentants des industriels dans la salle, auquel cas on va se fâcher. Mais non, il y a une question de la durabilité. On est obligé de protéger vachement les systèmes qui sont devenus plus pointus, mais plus fragile. Alors je ne dirais pas jusqu'à parler d'obsolescence programmée, mais sur les équipements, ça pose un souci. Claire? J'ai évoqué tout à l'heure la question de certaines pompes circulatrices. Chez nous, les ingénieurs spécifient des pompes circulatrices qui tournent très, 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 très vite pour respecter des critères d'économie d'énergie, des critères environnementaux. Or, ces pompes ont une durée de vie utile du quart de ce qu'elles pourraient être si elles tournaient moins vite et consommaient un peu plus d'énergie. Alors, il y a des choix qui sont faits là pour répondre à des critères environnementaux immédiats à la livraison et qui entachent la durabilité à long terme. Alors, quand on parle de durabilité des bâtiments, il faut faire attention, je pense en tout cas, à certaines étiquettes qu'on veut accoler aux bâtiments trop rapidement. C'est d'autant plus vrai que aujourd'hui, enfin, vous qui êtes professionnel du bâtiment, vous savez que donc il y a une expérimentation qui a été lancée depuis novembre dernier qui s'appelle E+C-. Donc on va intégrer dans la construction l'analyse de cycle de vie, le poids carbone des équipements, des matériaux qu'on installe. Et évidemment, dans ces calculs-là, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà commencé ce type de travail, mais on va utiliser des fiches de données relatives à des matériaux et des équipements qui nous donnent des durées de vie de l'ordre de 20, 30, 40, 50 ans. Et effectivement, on peut avoir, même sur un calcul carbone, quelque chose de très intéressant, à la condition que le matériau, le système, l'équipement qu'on a installé, ils tiennent bien 20, 30, 40, 50 ans. Bon voilà, donc il y a une question vraiment sur la durabilité des choses
qui se pose. Et je parle que de ma partie, évidemment. Sur l'aspect isolation, bardage, revêtement, je pense qu'il y a des questions à se poser aussi. Il y en a encore d'autres, effectivement. Alors, on serait prêt pour quelques questions, si j'ai bien compris. Oui, moi j'en avais une pour lancer les choses. On a parlé de diagnostic technique global en France, au Québec. Côté Belgique, comment ça se passe? On a vraiment envie d'entendre le son de votre voix, monsieur. Non, vraiment pas. Tu t'en sauveras pas, Grégory, écoute. Pourtant, j'y ai cru jusqu'à la fin. Eh non. Donc la question était? Faut répéter la question. Voilà. Diagnostic technique global, parce que nous en France on appelle le diagnostic technique global, donc sur l'entretien des bâtiments. Au Québec, ils ont mis en place ce diagnostic, je dirais, depuis bien longtemps. Et je voulais savoir comment ça se passait du côté de la Belgique. Alors, sauf erreur de ma part, voilà, je ne pense pas que ça existe. Voilà, mais... La réponse est claire. Voilà, je ne pense pas que ça existe. En revanche, tu dis? Voilà. Vous avez un écho, là. Oui, non, mais justement, mais c'est pour ça que j'essaye de suivre. En revanche, en ce qui concerne les parties privatives, mais dans le bâtiment même, on a ce qu'on appelle la performance énergétique des bâtiments, et donc le PEB. Et là, ça nous concerne vraiment tout ce qui est énergie, donc tout ce qui est chauffage, isolation, etc. Mais au niveau des structures en tant que telles, il n'y a pas... il parle trop fort. Voilà. Au niveau des structures en tant que telles, il n'y a pas. Et pour l'instant, ça ne concerne que les parties privatives. Et c'est un document qui est fait par des certificateurs, qui doit être annexé au bail, etc. etc. Oui, on a aussi l'équivalent en France. Voilà. Mais ce n'est que voilà. ça. Étiquette énergétique. Ouais, voilà, c'est bon. Ça. Des questions dans la salle? Allez, on va... Oui, d'abord, un grand merci pour cette table ronde. Je voudrais donner 2-3 idées majeures qui sont la copropriété, c'est un patrimoine immobilier en commun. On est propriétaire avec. Deuxième point, habiter dans un appartement, c'est un espace d'habitat et non pas un produit financier. Donc il faut faire passer le message. Les lois Meillerie, Duflot, Borloo, c'est catastrophique hors résultat. Il y en a des problèmes. Et je vais parler en tant que... Bon, je suis architecte et enseignant. J'ai monté il y a 3 ans un module de formation pour les architectes praticiens sur la rénovation énergétique des copropriétés depuis 1945, construite donc entre 1945 et maintenant. De ce module, de ce document, pour ce module, j'ai sorti une méthodologie pour l'ARMEC, dont je suis président, qui parle de 2 points importants. L'AMO, pourquoi? Parce que le syndic et le syndicat de copropriétaires ne sont pas compétents, alors que le syndicat est maître d'ouvrage dans l'opération de rénovation énergétique, qui est un vrai projet architectural, et non pas simplement un technique, et que pour réussir l'opération, il faut passer par l'audit global, et non pas le DTG, qui est trop court comme étude. C'est vrai que l'intelligence dont Pierre Beau a parlé tout de suite est au centre du problème. Donc un audit global avec ces 3 volets, architectural, urbanistique, le deuxième énergétique, économique, et le troisième financier. S'il n'y a pas d'ingénierie financière, la copropriété ne pourra pas se lancer dans l'opérationnel qui doit être mené après par une équipe de maîtrise d'œuvre compétente. Je rappelle la règle des 3C que l'on applique. Confiance entre les acteurs principaux, syndic, syndicat. 2, compétence des intervenants. 3, contrôle après l'opérationnel pour qu'on garde, c'est le cercle positif qui permet aux copropriétaires d'avoir une confiance et de transmettre aux autres copropriétaires français, québécois, belges, qu'on peut réussir la rénovation énergétique si on utilise les bonnes méthodes et les bons acteurs. Voilà la méthode. Merci. Non, juste,
une question, enfin une remarque et une question. J'ai été étonné, vous n'avez pas évoqué dans les enjeux importants, notamment l'implication des gestionnaires à la phase des projets et notamment dans un rôle d'évaluation des APS, avant que tout soit figé. En France, c'est dramatique. Les gestionnaires sont amenés, les exploitants, à récupérer des bébés parfois ingérables ou extrêmement fragiles. Deuxième chose, bon, j'ai 40 ans d'expérience professionnelle, je suis très vieux. Depuis 40 ans, j'entends parler encore une fois du coût global, investissement-gestion. Et je suis comme Sir Anne, j'attends. Je ne connais aucune estimation. Et encore ici, personne n'en donne. La seule étude dont j'avais entendu parler, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'était une évaluation de Socotec qui disait que sur 30 ans, les coûts d'entretien sont équivalents aux coûts de construction. Ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être faux, mais à avoir une estimation, parce que c'est important pour un propriétaire, lui dire sur 30 ans, vous allez payer la même chose. J'aimerais apporter un complément là-dessus, puisque effectivement, cette approche en coût global, elle a été développée, elle a été mise en avant, en tout cas dans les audits énergétiques par l'ADEME, avec laquelle je travaille depuis un certain temps. Il y a une vraie difficulté à manipuler cet indicateur-là, qui est un indicateur vraiment pas simple, parce qu'on parle de flux financiers sur quelques dizaines d'années, donc on doit intégrer des taux d'inflation qui ne sont pas neutres. Souvent, on se contente de... Mais même sans taux d'inflation, on pourrait le faire. Le fait est, c'est qu'on en revient justement... déjà à la compréhension de cet indicateur-là. Il y a des chiffres. Par exemple, le ministère a publié pour un bâtiment public, pour un lycée sur 50 ans, il estime que la conception c'est 3%, la construction c'est 30%, et l'exploitation gros entretien c'est tout le reste, donc quasiment 65% du reste. Donc effectivement, pris comme ça, on se dit c'est une évidence, il faut mettre un peu plus sur la conception et sur la construction pour éviter de payer trop derrière. Des exemples comme ça, on en a des tonnes. Moi, j'ai travaillé avec un certain nombre de bailleurs sociaux où on faisait des études peut-être un peu rapides et on prenait des entreprises peut-être pas très bien formées pour installer des systèmes solaires, par exemple, qui n'ont jamais marché ou qui n'ont pas marché suffisamment pour compenser les coûts d'exploitation. Donc effectivement, cette réflexion au coût global, elle est hyper intéressante, mais il y a une vraie difficulté, en tout cas moi, je le vois comme ça en tant que professionnel, il y a une vraie difficulté à arriver à chiffrer précisément justement la façon dont le bâtiment va se comporter sur les 10, 20, 30, 40, 50 ans. Déjà, en tant que bureau d'études, je suis capable de calculer la consommation énergétique, je suis capable de chiffrer un P2, mais sur une installation simple, un P3 pour les 10, 15, 20 prochaines années, mais arriver à chiffrer un coût global précis sur 30-50 ans, je ne suis pas armé pour. Je demande qu'à l'être, par contre. Et c'est vrai que je pense qu'il y a probablement des études à poursuivre de ce côté-là pour donner les armes aux bureaux d'études, aux ingénieurs, aux économistes, aux ingénieurs financiers, pour être en capacité d'intégrer ces coûts à venir dans leurs études. Et très concrètement, cette approche-là, elle s'est quand même beaucoup démocratisée. Enfin, moi, les bailleurs sociaux avec lesquels je travaille nous demandent systématiquement, dès les étapes avant-projet, de proposer différents scénarios et d'intégrer systématiquement P2, P3, évidemment la charge énergétique sur 10, 20, 30 ans. Je voudrais juste souligner que, dans le même sens que ce que vous venez d'évoquer, les études anglaises, très nombreuses, reviennent toujours, l'ont synthétisé dans 3 chiffres qui recoupent probablement les vôtres, c'est-à-dire le 1, 5, 200. On s'en est servi beaucoup pour essayer de faire comprendre à notre législateur que de couper sur la conception, qui est le 1, ça entraîne souvent des coûts, au lieu de coûter 5 pour la construction, ça coûte 6. Alors les économies de bout de chandelle sur le 1 ont été super non payants. Et sur le 200, sur l'activité économique générée par la suite, c'est la même chose. Ça a des conséquences extrêmement importantes, la mauvaise conception. Malheureusement, notre législateur, nos professions de l'aménagement sont très, très peu représentées, il semble, chez vous comme chez nous. Donc, cette compréhension naturelle de ces aspects-là, c'est très, très, très difficile à faire comprendre. Mais merci de vos interventions. Et peut-être... Juste pour faire le lien peut-être entre les deux interventions, on voit aussi que finalement c'est avec les bailleurs sociaux peut-être que cette réflexion elle peut le plus être avancée, etc. Parce que justement en copropriété on est face à ce qui a été défini comme la maîtrise d'ouvrage éclatée, où on a un décideur qui est l'Assemblée Générale, quelqu'un qui doit mettre en œuvre qui est le syndic, et puis un conseil syndical qui vient pour travailler un petit peu dans ce trinôme, et puis avec des intervenants, l'archi, la MO, etc.,
etc., qui doivent être coordonnées. L'AMO qui peut coordonner les différents intervenants quand elle est là, mais qui n'est pas forcément obligatoire ou systématique. Et finalement, l'archi qui a pas forcément le gestionnaire qui n'a pas forcément cette compétence à faire intervenir ou à coordonner l'action d'un archi d'intermissien. Donc finalement aussi, ce besoin de cohérence des différents intervenants va rejoindre notre capacité à optimiser aussi, parce qu'on peut faire tous les chiffres qu'on veut pour dire finalement un bâtiment il s'entretient avec tel coût, etc. Ça c'est dans la version optimale, dans la version bien managée aussi de la façon dont ça va être mis en œuvre. Mais en copropriété, on n'est pas des bons gestionnaires de patrimoine. On n'a pas cette visibilité sur le long terme et cette capacité à gérer correctement le patrimoine, et il faut l'organiser. Et l'accompagnement qui se met en place à travers l'AMO ou à travers les différentes autres formes d'accompagnement essaye de construire aussi cette capacité à gérer ça au niveau de la copropriété, et peut-être que les dispositifs législatifs aussi progressivement vont commencer à y venir, mais on n'y est pas encore aujourd'hui. On a de très nombreux exemples. Sur le point documentaire, j'insiste beaucoup sur le fait que les projets, puis je pourrais vous en montrer des exemples de projets qui ont fait l'objet d'émissions spéciales, de documents qui roulent encore sur Internet. On va arriver à la question, ce ne sera pas long, excusez-moi, mais il n'y a pas de contrôle sur ce qui est libéré sur Internet. Or, on a des projets qui fonctionnent super mal, mais qui font l'objet de documentaires dithyrambiques sur leur aspect écologique, environnementaux, performance énergétique, et on sait qu'ils ne fonctionnent pas. Et il y a une espèce d'omerta générale sur ce qui ne fonctionne pas. Personne ne veut en parler, on n'aime pas en parler, on ne se fait pas de gloire de parler de ce qui ne marche pas. Mais pendant qu'on n'en parle pas, c'est exactement dans le sens de ce que vous avez évoqué tantôt par rapport aux écoquartiers d'aujourd'hui. C'est parce que les gens qui conçoivent les écoquartiers ne savent pas ce qui n'a pas marché 15-20 ans avant. Si on n'en parle pas, on a toutes les chances de répéter ces erreurs, et ça, c'est dramatique. Excusez-moi d'avoir pris 10 minutes. Merci de me laisser la parole. Je vais revenir sur un certain nombre de sujets, notamment les copropriétaires ont dit, et ainsi que les syndics, ne sont pas des sachants. Nous sommes d'accord, un maître d'ouvrage n'est pas, par définition, un sachant. Néanmoins, il peut se faire accompagner par un assistant à maître d'ouvrage. C'est l'objet des actions qui sont menées, notamment avec l'Agence parisienne du climat qui a sorti un cahier des charges sur l'audit global. Donc ce n'est pas le DTG, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, le DTG, on se demande ce qu'on pourrait mettre dedans. Mais dans l'audit global défini dans le cahier des charges de l'Agence parisienne du climat, c'est parfaitement défini et c'est parfaitement complet. Et au moins, ça permet d'établir par la suite des programmations de travaux qui seront soumis aux assemblées générales des copropriétaires. Je vais revenir aussi sur le coût global. Le coût global, en parler à un maître d'ouvrage et notamment à un non-sachant, pour lui, ça ne veut pas dire grand-chose, d'autant que si c'est un investisseur, l'exploitation ne l'intéresse pas. On sait le schéma simple qui est que le promoteur met du chauffage électrique parce qu'en investissement c'est faible, mais en coût énergétique c'est important. Ceci dit, il faut continuer à voir ce sujet parce que quand on regarde ce que vous disiez tout à l'heure, le coût des honoraires, c'est 2 à 3% d'un coût global d'une opération. En fait, on paye 2% de quelque chose qui va nous coûter 98%. Et ce qui est dommage, c'est que ces montants d'honoraires soient faibles par rapport à quelque chose qu'on pourrait faire de mieux. Et je dis, donc c'est un message aussi neuf auquel j'appartiens, mais aussi avec les architectes, on pourrait améliorer les choses, peut-être à proposer des honoraires un peu plus importants. Ceci dit, on en trouvera toujours quelqu'un qui fera des honoraires moins chers que ceux qu'on propose. Troisièmement, on parle de l'expérimentation énergie carbone qui est lancée, l'appel d'offres est lancé par l'ADEME aujourd'hui pour une réponse là prochainement. Donc on va un peu trouver d'autres critères qualitatifs pour faire la conception des bâtiments, ce qui va un peu complexifier les choses. Et on peut penser que le coût global, mais d'une certaine manière, le crédit environnemental global est important. Vous parliez d'une pompe tout à l'heure qui fonctionne très vite, mais qui dure très peu longtemps. En termes de globalité environnementale, ça pose problème. Donc il y a peut-être à réfléchir à une notion de crédit environnemental global en comparaison au coût global économique. Je lance l'invitation maintenant, prendre qui pourra. Quatrième point, les opérations de rénovation énergétique.
moi j'ai fait une contribution au plan bâtiment durable dans ce domaine, et je maintiens que sur une opération de rénovation énergétique ne peut pas être conduite par une équipe de gestion courante, c'est-à-dire le conseil syndical et le syndic, mais par une équipe spécifique qui va porter le projet en coordination avec l'équipe d'exploitation courante, le syndic et le conseil syndical. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais concernant le dernier point, moi je trouve que c'est... vous avez commencé en parlant des maîtres d'ouvrage et vous finissez en parlant des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage sont des non-sachants, entre guillemets. Vraiment, le gestionnaire, en fonction de son expérience, c'est quand même un sachant. Et du point de vue des copropriétaires, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont peut-être pas toujours à bon escient, mais en tout cas qui savent des choses. Moi, par rapport à votre dernière proposition, il est clair que si du côté de la maîtrise d'ouvrage, il n'y a pas une volonté de faire des travaux, c'est pas nous dans cette salle qui allons décider. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Vous parlez d'audit global partagé, audit global, DTG, tout ce que vous voulez. Moi, ça fait 10 ans que j'en fais et j'en ai beaucoup plus parlé que fait des travaux. La réalité, aujourd'hui, c'est que si on se regarde tous les professionnels, combien de copropriétés vous avez rénovées, vous allez sur Internet, il y a les quelques exemples qui existent et puis le reste, c'est vraiment peau de chagrin. La copropriété, c'est difficile à rénover. Donc, il faut transformer, il faut amener une réflexion chez les maîtres d'ouvrage pour qu'effectivement ils sortent d'une réflexion de gestion courante, et je suis tout à fait d'accord avec ça, je ne sais pas comment faire, pour devenir quelque part une communauté en capacité, alors je parle de communauté, attention, mais en tout cas un groupe humain en capacité de gérer des travaux lourds. Un projet de rénovation, ça fait aussi peur à ces gens-là qui n'ont pas l'habitude. Si on n'est pas préparé, formé, informé, sensibilisé sur ce sujet-là, au-delà de l'aspect énergétique, et compte tenu du coût de l'énergie aujourd'hui, ça ne suffit pas à faire pencher la balance du bon côté, les travaux, aborder un projet de rénovation, ça fait peur. Et donc, je pense qu'il faut aider, sensibiliser, informer les copropriétaires. Alors, les syndics peut-être aussi, même si je pense que les syndics s'y sont mis, mais en tout cas, il faut attaquer aussi les copropriétaires à monter en compétence sur le sujet pour être moteur dans cette démarche-là. Aujourd'hui, si le frein principal, si les architectes et les bureaux d'études et les accompagnateurs APC et compagnie ont dit « ouais, on a très envie de rénover » et que celui qui paye n'a pas envie, la réalité, c'est que ça ne se fait pas. Non, mais je pense que... Je te laisse les applaudissements. Je pense que effectivement la question elle est autour de l'accompagnement. En fait, on sait comment porter un projet au sein d'une copropriété. On sait comment amener ce collectif très difficile et très hétérogène à rentrer dans un projet global, etc. En tout cas, on en a un enseignement qui est toujours en construction et qui est toujours en réflexion, mais qui s'est construit là déjà depuis la fin des années 80. On parlait au début de l'origine d'intervention sur les copropriétés en difficulté. Aujourd'hui, ce qu'on fait sur la rénovation énergétique, on l'a quand même hérité de cet accompagnement dans l'habitat privé. On sait le faire, mais après, ça coûte effectivement de l'argent. Donc c'est la question aussi des accompagnateurs. On a parlé de l'APC, effectivement, qui est un accompagnateur sur Paris pour permettre aux Parisiens d'être accompagnés dans le portage de leurs projets, d'être orientés éventuellement vers les bons interlocuteurs aussi, quand il y a besoin de les orienter vers les bons interlocuteurs. Après, il y a d'autres dispositifs ailleurs en France où il y a des opérations aussi qui permettent de financer cet accompagnement. Et donc les collectivités, l'ANA, les régions, etc., peuvent participer financièrement à la prise en charge du coût de l'accompagnement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que l'accompagnement, il va être plus décisif que d'éventuelles subventions ou un éventuel diagnostic. Et finalement, le diagnostic aussi, il n'est rien s'il n'est pas restitué, s'il n'est pas pédagogiquement restitué aux copropriétaires, aux syndics, au conseil syndical, et qui peuvent se l'approprier et faire basculer. Il y a le moment de diagnostic qui est important, puis il y a le moment où on va faire basculer ce diagnostic en aide à la décision de la réalisation de travaux. Et finalement, l'accompagnateur, il peut porter ça. Mais c'est sûr que c'est un coût, et l'accompagnateur, il n'est pas forcément non plus cet AMO technique qui est malgré tout nécessaire pour coordonner aussi les différents niveaux d'intervention. Et là, on se pose la question du coût que ça représente finalement de porter un projet au sein d'un collectif qui ne se vit pas toujours de façon très collective non plus. Et on rejoint un petit peu la réflexion aussi tout à l'heure par rapport à ça. C'est finalement, on est sur une hétérogénéité de personnes qui ne se vivent pas forcément comme appartenant à un collectif et qu'il faut accompagner vers un projet collectif
collectif, et des fois ça demande beaucoup de temps, et des fois les urgences techniques elles sont plus rapides que la capacité du collectif à s'organiser, à se structurer. Et pour finir sur le syndic il a la compétence, c'est un sachant, effectivement la plupart du temps il l'a, mais après c'est aussi l'intérêt qu'il a à la mettre en œuvre, alors soit encore pour une question d'honoraire et de rémunération de sa compétence propre au milieu de tous les autres intervenants, ou par rapport à sa durabilité et sa vision, sa capacité à se projeter sur une vision à long terme aussi dans l'accompagnement d'une copropriété. Alors, 4 petits points. Le premier, un peu dommage, la charge sur les architectes et les concepteurs au départ sur 3-4 détails croustillants, certes, navrants aussi, mais qui sont 3 ou 4 par rapport à des millions de constructions qui se font sans problème. Je reprends l'exemple de la voiture sur lequel une voiture qui a 4 ans d'études, plus un proto, plus une chaîne industrielle, eh bien, la vôtre, elle a 3-4 défauts aussi. Donc je pense qu'il faut être plus relatif. Les architectes et les ingénieurs sont des gens qui sont en danger, qui travaillent difficilement, qui font un proto à chaque fois. Donc des fois ils se loupent, mais je ne peux pas entendre et je ne peux pas laisser dire, et je suis synov aussi comme Pierre Beau, je ne peux pas laisser dire que les concepteurs doivent enfin intégrer l'usage. Je suis navré, il y a des tas de concepteurs qui intègrent l'usage depuis quelques années. Il y a toujours des vilains petits canards, c'est évident. C'était pas le propos. Mais... Merci. Je pense que les ingénieurs et les architectes doivent aussi balayer devant leur porte, parce qu'on entend très souvent c'est la faute du législateur qui n'a pas fait ce qu'il fallait, et donc les gens ne comprennent pas, les gens ne font pas les travaux, etc., etc. Je pense que les ingénieurs et les architectes doivent aussi faire des progrès dans la manière, et vous le citiez, de communiquer les résultats de leurs études pour qu'il y ait de l'appropriation et qu'un dossier d'études ne soit pas un machin qui sorte d'un premier de la classe avec des mots qu'on ne comprend pas, etc., etc. Si les ingénieurs ne font pas un effort pour que justement ils se mettent à la portée, une fois que par leur grand savoir technique nécessaire, ils passent dans une logique de communication du résultat de leurs études, et bien de toute façon, ce n'est pas le législateur qui fera que les gens s'approprieront. Après, j'ai entendu un petit mot, coût environnemental immédiat. Ça ne peut pas exister. Environnement immédiat, ça n'existe pas. Hein. Donc ça veut dire que on doit environnement, ça veut dire dans la durée. Autrement, c'est pas environnement. De la cote environnementale. Oui, mais ça c'est l'effet pervers de certaines labellisations, notamment américaines, de la super efficacité avec la cape rouge dans le dos et le S sur la poitrine. C'est de la cote, ça. Hein, ça fait pas la durée. Et puis je voudrais finir sur le coût global. Je suis complètement en cohérence avec Pierre Beau. Aujourd'hui, on ne sait pas calculer un coût global, mais je pense qu'on s'en fout. On s'en fout d'être précis, on s'en fout d'être juste. L'idée, c'est d'aller dans la bonne direction. Et jusqu'à présent, on n'a pas fait de coût global. Donc jusqu'à présent, on n'a pas intégré, on a mal intégré la durée de vie, on a mal intégré la fin de vie, on a mal intégré le fait que dans un projet quelconque, il y a des choses qui vont durer 100 ans, le béton, des choses qui vont durer 50 ans, la toiture, des choses qui vont durer 30 ans et des choses qui vont durer 2 ans. Et ça, si on n'intègre pas dans le coût global, avec de l'imprécision, et si aujourd'hui les ingénieurs ultra sachants, ultra pointus, ultra premiers de la classe ne sont pas capables de dire « moi, dans mon étude, il y a aussi une donnée qui s'appelle l'incertitude », eh bien ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Si on fait une prospective à 30, 50 ans, il y a une donnée du problème qui s'appelle l'incertitude. Et on doit présenter de l'incertitude dans nos études. Il faut arrêter d'avoir peur parce qu'on n'est pas juste. Si on est dans le long terme, on n'est fatalement pas tout à fait faux, pour avoir beaucoup d'humilité. Et par contre, ce qui est important, c'est que si jamais on n'est pas tout à fait juste ou pas tout à fait faux, mais qu'on est dans la bonne direction, eh bien culturellement, on va petit à petit faire rentrer dans les mœurs de tout le monde que si on ne s'inscrit pas dans la durée, de toute façon, on n'aura pas les moyens de tenir le coup. On n'a pas les moyens. Hein, il n'y a plus beaucoup de cuivre, il y a encore un peu de pétrole, mais si on continue comme ça, c'est pas une histoire d'être écolo ou pas, d'être financier ou pas. On n'a pas les moyens. Et puis pour finir, effectivement, ça coûte de faire une rénovation de copro, mais il faudrait peut-être aussi dire que ça rapporte. Merci. Vous voyez, les questions fusent. Juste une petite intervention. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Madame Baron. J'étais très heureux de vous entendre sur plein de choses, entre autres sur le fait que dans les projets, tout le monde doit se mettre ensemble au niveau du projet. Un des soucis quand même, ce qui manque, je pense, dans votre intervention, c'est que
si on prévoit des plans sur 20 ans ou 30 ans, il faut quand même se rendre compte que peu de copropriétaires restent aussi 20 ans ou 30 ans dans la copropriété. Donc ça, c'est une difficulté du syndic. Une des difficultés aussi du syndic, c'est de vendre le plan en assemblée générale. Vous en avez parlé, mais c'est très, très, très complexe. Et il y a le après avoir vendu le plan. Je vais vous donner un exemple. Il y a une copropriété sur Bruxelles de 150 appartements et ils ont mis de la cogénération. Donc production, chauffage, électricité avec la même installation. Et on a le syndic avait des ingénieurs qui avaient prévu certains niveaux d'économie. Ça a été vendu à l'Assemblée générale et à la fin, c'est une catastrophe. OK, mais le syndic, il est là. Il a joué le jeu, il a vendu le projet. Le projet ne fonctionne pas. Et in fine, c'est le syndic qui s'est retrouvé sur le banc de l'accusé et qui a perdu son poste. C'est un peu anecdotique, mais ce sont des paramètres, je pense, qu'il faut mettre dedans. Et toutes les copropriétés sont particulières. Il n'y a pas deux copropriétés identiques. Si vous avez des copropriétés où la majorité des copropriétaires sont des personnes âgées, vous ne leur ferez pas faire des travaux à long terme. Et le temps venant, à un moment, vous avez une majorité qui va... Chez nous, il faut 75% des 75%, pardon, 75% des votes en assemblée générale pour faire des travaux. Mais les personnes âgées ont la minorité qui permet de bloquer. Et puis à un moment, le temps faisant son œuvre, il bascule. Les jeunes décident de faire des travaux et les anciens, ils ne savent plus suivre, ils doivent vendre leur appartement et tout ça. Et toute cette partie sociologique est très importante. Voilà. Et dernière réflexion, j'en ai pas entendu parler, mais on voit venir beaucoup de domotique et de plus en plus de propositions de domotique en copropriété. Et là aussi, c'est des grosses difficultés parce que c'est relativement nouveau et ce sont des marchés qui sont très captifs. Je veux dire par là que si vous prenez un système de domotique d'une marque, si un jour vous voulez changer de fournisseur, vous allez avoir beaucoup de difficultés parce que les appareils ne causent pas de la même manière et ce genre de choses. Si le fournisseur que vous avez choisi, dans le pire des cas, vient à disparaître, vous vous retrouvez à avoir plus de pièces de rechange et tout ça est très très complexe. Alors qu'on vient faire miroiter plein de choses en copropriété, du style je vais piloter ma chaufferie de mon bureau et de mon PC, j'ai une fille dans un appartement, je vais vider la colonne de mon bureau sans bouger, enfin ce genre de choses. Mais si les fournisseurs n'ont pas des systèmes universels au niveau de la communication, ça va être très très compliqué et on va être très très captif. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Merci. Une intervention, je change un petit peu de côté. En qualité de syndic, je vais quand même défendre les copropriétaires. Dans ce que j'entends, voilà, on parle souvent des copropriétaires qui rechignent à faire les travaux. Et quand on parlait du diagnostic technique global, on entend des professionnels devant, derrière, qui ont des avis déjà différents sur un DTG, un audit global, etc. Donc ça envoie des messages divergents aux non-sachants et ce qui les freine dans la prise de décision. Est-ce que c'est vous qui avez raison? Est-ce que c'est derrière? Voilà, les non-sachants ne savent pas faire la part des choses et je pense que vous avez, Monsieur Beau, a entièrement raison. Je pense qu'il faudrait que le diagnostic global soit complet. Qu'est-ce qu'on intègre dedans? Est-ce qu'il y a un accord de tous les sachants pour ce diagnostic global de façon à ce qu'on envoie les bons messages aux copropriétaires et aux syndics pour les aider? Si je peux dire un mot là-dessus, parce que on en a parlé au début, mais c'est vrai que pour moi, il y a une insuffisance des textes réglementaires sur le sujet. La perception que j'ai des premières offres que je vois passer, c'est globalement deux voies assez distinctes. Une voie qui est explorée par les diagnostiqueurs immobiliers, donc les gens qui font du DTI, du diagnostic technique immobilier, et qui se recyclent sur du DTG en intégrant, si nécessaire, l'audit énergétique et une vision architecturale. Et là, pour le coup, je ne sais pas comment. Et c'est pas une vision de l'esprit, c'est des formations pour des diagnostiqueurs et des offres faites
pour les diagnostiqueurs. Donc ça, c'est une première voie. Évidemment, ce que vous ressortez de là, c'est un diagnostic technique immobilier, c'est vraiment ça. Et à l'autre bout du spectre, il y a la descendance, si je puis m'exprimer ainsi, de l'audit global partagé, qui est une vision, à mon sens, parce que c'est la pratique et que je suis au bureau d'études, qui est une vision un peu plus complète, un peu plus ouverte, un peu plus orientée projet. Mais il faut bien comprendre que si on appelle de la même manière, à savoir DTG, du simple diagnostic, encore une fois je dis simple diagnostic, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais en tout cas du diagnostic, et à côté de ça une démarche avec un architecte, un ingénieur et un ingénieur financier, les propositions qui vont arriver sur votre bureau et qui seront présentées aux assemblées générales vont être très très divergentes. Alors effectivement on peut se dire oui mais les copropriétaires feront le bon choix parce que machin. Moi mon avis c'est que l'immense majorité des copropriétés qui décideraient de voter un DTG iront choisir une proposition... Oh, ils ne choisiront pas, voilà, probablement dans la majorité des cas, ou alors ils choisiront peut-être. En tout cas, cette imprécision me semble totalement contre-productive, vraiment, et ça m'embête. Voilà. Oui, je vais ajouter, parce qu'on en a parlé à une réunion sur le DTG, qu'il y aura toujours ces deux demandes. Il y aura toujours une demande de personnes qui veulent faire la réglementation au moindre prix, sans qu'il y ait de suite, et puis d'autres personnes qui veulent faire un vrai travail. Donc je ne pense pas qu'on peut l'éviter, on l'a vu pour le DPE, je pense qu'on le verra toujours ça. C'est à nous, professionnels, de nous vendre et d'expliquer pourquoi on est peut-être plus cher, mais plus efficace. Oui, puisque je crois que c'est la dernière intervention, peut-être qu'en guise de conclusion, on pourrait dire que, on pourrait rappeler ce que disait quelqu'un, c'est que peu importe la réalité, ce qui compte, c'est l'idée qu'on s'en fait. Je veux dire par là que on a une vision statique des choses. C'est-à-dire que les copropriétaires arrivent dans un immeuble, ils ont une vision statique de ce qui est, le syndic a une vision statique de ce qui est, et puis de temps en temps, on se dit il y a un problème, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un ravalement. C'est devenu, c'est sale, ça devient, il faut ravaler. La chaufferie, oui, la chaudière, il faut la changer, etc. On n'est pas dans un processus continu d'évolution de l'immeuble. Or, en fait, un immeuble, ça doit vivre, ça doit être... je vous une petite parenthèse. La loi sur la copropriété dit que le syndicat des copropriétaires a pour objet de conserver l'immeuble. On peut aujourd'hui conserver un immeuble du XVIIIe siècle. Mais si on l'avait conservé tel qu'il était au XVIIIe siècle, il serait évidemment complètement inhabitable, même si on l'avait entretenu. Il n'y aurait pas d'ascenseur, il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas d'électricité, etc., etc. C'est-à-dire qu'un immeuble, c'est aussi un bien d'investissement qui a un marché. Et il faut le conserver adapté à son marché, à sa valeur d'usage et sa valeur patrimoniale. Donc, c'est là où je conçois que c'est très difficile de passer d'une vision à l'autre, mais peut-être que les syndics, là, ont un rôle à jouer à essayer de donner une vision projet continue d'évolution d'un immeuble. Et alors, les copropriétaires qui arrivent montent sur un train en marche, mais on leur dit, attention, le train, il est en marche, il n'est pas en gare, il ne restera pas en gare. Et vous allez avoir à participer à ce mouvement. Et puis vous allez partir dans 5 ans, ok, mais si on a fait les choses correctement, eh bien, la valeur de votre investissement sera conservée. J'ai une petite idée sur la façon pour les syndics d'essayer d'insuffler cette vision. Parce que c'est très dur, c'est très très dur de prendre des copropriétaires à froid comme ça et leur dire, attendez, on ne regarde pas les choses statiques, les gens s'en fichent un peu, donc ils disent, je vais partir dans 5 ans, j'en ai rien à faire. C'est faire tous les 2 ou 3 ans, alors peut-être que ça peut être intégré dans la mission du syndic, de faire une espèce de point de l'état de l'immeuble, un peu comme le discours sur l'état de l'Union, si vous voulez, où on le situe par rapport à sa qualité d'entretien, sa qualité d'usage par rapport au marché, sa valeur, la valeur de son mètre carré par rapport au marché, etc. Et par rapport à ça, on se dit, voilà, on est dans un trend, et voilà encore ce qu'il y a, voilà l'explication du programme que l'on a, où on ajuste le programme qu'on a déjà validé, etc. Et on fait un point régulier
peut-être que c'est un moyen d'emmener les gens dans quelque chose qui est moins statique et qui est plus projet. Et en même temps, je suis convaincu que ça améliorerait l'affectio societatis dans un immeuble. Bien, je vous propose de nous en arrêter là pour ce qui est de la gestion technique des immeubles. Pour ceux qui souhaitent continuer, bien sûr, que ceux qui souhaitent continuer, eh bien, on va avoir une petite pause. Vous allez pouvoir échanger aussi avec les intervenants. Ces intervenants que je vous propose quand même de remercier pour leur prestation. Et je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour parler de finances et de gestion des copropriétés.